Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième vidéo de mes lectures du mois d'août, donc de mes lectures de vacances, avec beaucoup de mangas et une bande dessinée. Et comme d'habitude, il y a le chapitrage ici, il y a le titre de tous les mangas dont je vais parler en description. Je vais spoiler, donc si vous voulez pas vous faire spoiler un titre en particulier, vous savez quoi faire. Et on commence tout de suite. Kingdom, tome 48, on est toujours dans l'invasion de Zhao, et honnêtement, cette couverture résume à elle seule ce tome. Hussein qui va enfin affronter Riboku. Ça y est, les deux grandes armées, donc celle de Qin et celle de Zhao, vont s'opposer. Alors il y a des centaines de milliers de soldats de chaque côté, et les deux grands généraux qui dirigent les deux armées, c'est Hussein et Riboku. Ça y est, c'est du gros fight, ça y est, on arrête de prendre des petits châteaux forts, on arrête de tirer à l'arc, on arrête de faire... Non, deux grosses armées qui vont s'affronter. C'est puissant. Alors en plus on découvre plein de nouveaux personnages, surtout du côté de Zhao, parce que on introduit plein de sous-généraux, d'officiers importants qu'on n'avait pas vu jusque-là parce qu'ils étaient cachés dans l'ombre. Notamment les mecs avec les casse dragons qui vont devenir plus importants par la suite, parce que comme je l'ai dit, j'ai lu les 4 tomes d'un coup. Super tome, Hussein, Zhao, ça y est, Hussein et Riboku qui vont faire des petits combats de stratèges, ça va être cool. Trop bien, super tome, j'ai adoré. Alors j'aime bien aussi Wu-Un qui est mis un peu en avant. En plus, je crois que c'est dans ce tome-là ou dans le tome précédent qu'ils nous disent que c'est devenu l'un des plus grands lanciers de la Chine, parce qu'il a affronté un grand lancier avant. C'est génial, tu les vois monter en grade, avoir chacun des petits mérites, avoir des petits succès, c'est trop cool. Kingdom, c'est trop bien. Maison Ikoku Perfect Edition, tome 3. Et je commence à apprécier un peu plus le titre, alors je l'avais dit dans mes précédentes vidéos en disant que c'était sympathique, mais que j'accrochais moins que Ranma 1/2 ou Inuyasha, et que je trouvais que le style de Rumiko Takashi est beaucoup plus ancien, donc j'accrochais un peu moins en termes d'histoire, en termes de dessin. Alors en termes de dessin, j'accroche toujours moyennement, mais en termes d'histoire, j'ai compris ce que je reprochais au titre jusqu'à présent, c'était que il y avait beaucoup de chapitres qui étaient des chapitres standalone, où c'était vraiment une histoire, un chapitre. Il y avait un peu ça dans ce tome-là, et en plus comme j'ai relu Ranma en même temps, entre le tome 2 et le tome 3, je me suis rendu compte encore plus avec ce tome-là du défaut, et à peu près au premier tiers, on a un deuxième tiers, on a un gros arc sur le fait que le héros, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, quitte la maison Ikoku et parce qu'il s'est embrouillé avec la gardienne, et donc il se retrouve avec une perverse et une sorte de mafiosi qui est un tyran, et ça dure plusieurs chapitres, et j'ai trouvé ça super intéressant. Ça a fait évoluer la relation entre Godai et, putain j'ai oublié le nom de la fille, désolé, ça m'est revenu comme ça, Juliette en français, même si j'ai pas vu la VF. Mais voilà, c'est vraiment super cool, j'apprécie un peu plus le titre depuis ce tome-là, et donc là, je vais vraiment continuer, même si j'avais prévu d'aller jusqu'au bout. Là, j'ai encore plus envie de continuer parce que je commence à apprécier les personnages, surtout la relation entre Godai et la gardienne, que je commence à apprécier de plus en plus. Leur petit jeu d'amoureux, là, genre, j'arrête de lui parler, je dis pourquoi elle me parle plus, et le petit bisou à la fin du tome, c'était trop bien. Elle ne rentre pas, celle de mon mari, tome 2 sur 5, d'après ce que j'ai cru comprendre, la série est terminée au Japon en 5 tomes. C'est toujours aussi bien. J'adore toujours autant cette histoire qui est autobiographique, donc c'est un manga qui adapte une autobiographie. Alors j'avoue que dans ce tome-là, on quitte un petit peu le côté « elle ne rentre plus, celle de mon mari ». On est vraiment sur du social, parce que, allez, la première moitié, c'est donc on reprend ce qu'on avait terminé dans le tome précédent, avec l'héroïne qui a acheté de l'huile de massage, ou d'un lubrifiant, pour faciliter la pénétration, et ça ne rentre toujours pas, celle de son mari. Et donc après on a des ellipses temporelles de 1, 2, 3 ans, ce qui fait qu'entre le début du tome et la fin, il s'est déjà passé 4-5 ans. Et on suit en fait les débuts de carrière des deux personnages principaux, donc le couple, qui sont tous les deux professeurs, et on voit que l'héroïne s'en sort pas très bien dans sa vie de professeur, il y a des petites choses pas terribles, il y a une élève qui commence à s'embrouiller avec elle, et en fait ce côté pénétration est totalement mis de côté. Alors il y a des trucs sur le fait que, hey, vous faites des enfants, vous avez jamais eu d'enfant, vous avez vu le loup, vous êtes vierge, voilà. Mais voilà, c'est un petit peu mis, mais voilà, il y a le côté... alors, il y a toujours ce petit malaise pour elle, surtout le passage où elle découvre que son mari va voir des prostituées, enfin... C'est plus ou moins des... Je sais plus si c'est des prostituées ou c'est juste des masseuses, mais que c'est sous-entendu que, voilà, c'est des masseuses qui font une finition. C'est horrible ce que j'ai dit. Et voilà, franchement, j'aime de plus en plus ce titre, 5 tomes, donc je vais aller jusqu'au bout. Et merci les Arts Noirs d'avoir fait ça, c'est trop bien. Pour ceux qui me suivent sur Twitter et Instagram, vous savez de quoi on va parler tout de suite. Ceux qui me suivent pas, honte à vous, il faut me suivre sur Twitter et Instagram, je poste pas mal de choses. Et j'ai parlé de Vampire de Suihiro Maruo, une histoire de Suihiro Maruo, qui est un auteur de Eroguro, donc c'est la contraction de érotique et gore, en japonais,
Et donc c'est un manga qui parle de vampirisme et d'adolescence, mais de manière très violente. J'ai vraiment accroché à ce titre et j'ai lu beaucoup de titres de l'auteur qui sont chez les Arts Noirs et chez Imacho. Enfin, il y a un de chez Imacho et le reste c'est les Arts Noirs. Et de tout ce que j'ai lu, très clairement c'est le meilleur titre. Donc je vais en parler tout de suite. Je pense que je parlerai d'autres titres de l'auteur dans d'autres lectures, un de ces quatre. Et alors on va parler de Vampire. C'est une histoire d'adolescence, un peu mystique, avec un côté vampirique, très violent, très cru. Il y a des scènes de sexe, mais elles sont, comme j'ai dit, l'auteur est un auteur de Hiroguro, et elles sont gore. Il y a vraiment des scènes qui sont très malsaines, très malaisantes. C'est vraiment une lecture très particulière que je conseille pas à tout le monde. Mais voilà, si vous êtes curieux et que vous voulez découvrir cet auteur, Vampire, c'est son meilleur titre. Après, je dirais La Chenille, que j'ai beaucoup aimé. La Jeune Fille aux Camélias, qui est chez Imacho. Après, le reste, c'est sympathique, mais c'est beaucoup en plus de recueils d'histoires courtes, ce qui fait que il n'y a pas de longue histoire. Là, c'est vraiment une grosse histoire de 400, 600 pages à peu près. Ouais, c'est 2 fois 300 ou 250 pages, donc ouais, c'est 500, 600 pages. Et c'est super bien, tu vois les personnages évoluer. Pour faire simple, imaginez Shuzo Oshimi en plus violent. Voilà, c'est Shuzo Oshimi enfin, avant Shuzo Oshimi, hein, mais en beaucoup plus cru, beaucoup plus sexuel, beaucoup plus gore, violent. Et c'est super bien, j'ai adoré. Et j'espère qu'il va y avoir d'autres titres d'auteurs qui vont arriver parce que je vais me faire la collection complète. Alors il y a plein de trucs que j'aurai pas parce que pour l'instant c'est en rupture de stock, mais je vais tout doucement essayer de me faire la collection complète de l'auteur et je vais essayer d'en reparler sur la chaîne avec d'autres lectures. On arrête de parler de manga et maintenant on parle de bande dessinée avec Carbone and Silicium ou Carbone et Silicium aux éditions Ankama et plus exactement au label 619. C'est de Mathieu Bablé qui a écrit pas mal de choses, notamment Shangri-La que j'ai pas lu. Il a fait quelques doggy bags que j'ai lu et il a créé Midnight Tales, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne et que j'aime beaucoup. L'histoire de sorcière, au travers l'histoire, c'est super intéressant. Il y a un épisode entier sur le Japon, voilà, où tu vois, ça commence avec la guerre d'Hiroshima jusqu'à nos jours, avec des magical girls et des trucs comme ça, c'est trop bien. Mais on parle de Carbone and Silicium, une histoire de SF de 250 pages couleur pour 22,99 €. J'avoue que pour le prix, franchement, qualité. Alors en plus, grand format, le papier est de bonne qualité, les super couleurs, j'adore les dessins, l'histoire est super bien. De quoi est-ce que ça parle? Alors on suit Carbone et Silicium qui sont deux androïdes avec des IA hyper performantes qui sont créés en tant que prototype pour une future commercialisation de plein de robots. Et ils vont apprendre qu'ils ont une date de péremption de 15 ans et en fait ils vont réussir à s'en sortir, chacun d'une manière différente et on va les voir évoluer sur à peu près 300 ans d'histoire. Ça commence à peu près dans une époque plus lointaine que la nôtre, et ils vont évoluer vers un futur post-apo qui pourrait nous arriver. C'est assez triste. Et donc chacun va avoir une façon de vivre. Carbone va se réincarner tous les 15 ans, donc à la fin de chacune de ces dates de limite de consommation. Enfin, ils appellent ça la DLE, date limite d'espérance de vie, je crois. Donc à chaque fois qu'elle a passé ses 15 ans d'espérance de vie, elle se réincarne dans un nouveau robot, donc elle télécharge son IA, toute son intelligence dans un autre robot. Et Silicium, lui, va réussir à couper ça, donc survivre auprès de 300 ans. Et quand je raconte ça comme ça, on dirait la vie de Meliodas et Elisabeth dans Seven Deadly Sins, où l'un est immortel et l'autre se réincarne à chaque fois qu'elle meurt. Et tu te rends compte que l'histoire de Meliodas et Elisabeth est hyper intéressante, mais elle a été mal écrite. Et là, Mathieu Bablé a la même histoire, mais il écrit super bien. Je trouve que l'histoire, leur relation d'amour, pas vraiment amoureuse, hein, même s'il y a un petit peu au début, mais après ça s'écarte. Tu vois l'évolution du monde, et avec ces deux personnages qui ont une vision du monde totalement différente, de fait qu'ils ont des expériences de vie différentes. Voilà, franchement c'est super bien, il y a des dessins, le fait que ça parle un petit peu, il y a pas mal de messages qui font que le réchauffement climatique, le fait qu'on a l'intelligence programmée, au fait que au bout de 15 ans, quoi qu'il arrive, ta machine va être cassée, quoi que t'en fasses. Non, c'est super bien écrit, c'est super bien dessiné, et je vais peut-être de toute façon c'est certain que je vais me prendre les autres titres de l'auteur, notamment Shangri-La qui m'intéresse énormément, et il y a une autre histoire qui a l'air d'être plus dans le côté mythologie grecque, et ça m'intéresse aussi, dont j'ai oublié le titre, mais en tout cas, je vais sûrement reparler de l'auteur sur la chaîne, donc guettez ça. Fire Force, tome 15, un tome qui raconte beaucoup de choses. Après les révélations du tome précédent, on nous raconte encore pas mal de choses sur le grand prédicateur et donc les origines du monde post-apo de Fire Force et donc l'origine du culte du soleil. On découvre des choses sur Joker, qui était
sorte d'antagoniste au début et que on découvre des choses, que c'était le fruit d'expérience, tu commences à te dire merde, est-ce qu'il est si méchant que ça? Benimaru qui est trop classe dans ce tome-là, et je pense que si on l'a pas eu encore sur une couverture, il va être sur la couverture du prochain tome, c'est sûr et certain. Ouais, donc vraiment cool. Il y a aussi le scientifique qui, ça y est, tout le monde découvre que c'est un traître, mais qu'en fait finalement ça va être un agent double, c'est trop bien. J'avoue qu'une petite hype sur ce tome là, ça me réintéresse. Alors j'avoue, pendant quelques tomes j'étais un peu moins intéressé. J'avoue que tout le passage où ils partent en Chine, j'étais super hypé, et finalement j'en ai eu rien à foutre. Et là, mon intérêt revient un petit peu sur le titre, donc j'espère que les prochains tomes vont être intéressants. En tout cas, je continuerai à lire parce que c'est Atsushi Okubo, j'adore Solitaire. Même si, comme j'ai toujours dit, Fire Force, je trouve ça moins intéressant. Et bon, ça se continue, hein. J'avoue qu'au bout de 15 tomes, que je puisse d'un tome à l'autre me dire oh, je suis intéressé, pas intéressé, ça montre que j'aime beaucoup moins le titre que Fire Force, enfin que Solitaire, je veux dire. Mais ça reste sympathique, voilà. Je sais pas ce que vous l'animez, j'ai regardé 4 épisodes et je sais qu'il y a une saison 2 qui est en cours ou qui va arriver. Mais il faudrait que je regarde ça un de ces 4 si j'ai le temps. Fire Force en tout cas, je continue. La voix du tablier, tome 4, toujours aussi drôle, toujours aussi poilant, aussi marrant. L'un des chapitres que j'ai le plus aimé dans ce tome-là, c'est vraiment le passage à la plage où ils font du beach volley. Enfin, lui et sa copine font du beach volley, enfin sa femme font du beach volley. C'était assez marrant de la voir faire des attaques spéciales en disant faut que tu cries des attaques spéciales quand tu tires avec ta balle. C'est n'importe quoi. Sa copine, elle est tellement... C'est une grosse geek. En plus, il y a un chapitre spécial bonus où elle rentre dans un délire où c'est une super girl, une magical girl. Voilà, ça m'a fait mourir de rire. J'adore sa copine, elle me fait totalement délirer. Elle est totalement what the fuck. C'est trop bien. Voilà, le voix du tablier, j'ai pas grand chose à dire de plus. C'est toujours aussi drôle. C'est totalement décalé. J'adore les passages avec le chat. Le chat, le premier chapitre, le chat qui... Une course poursuite avec le chat. C'était marrant. Et à la fin, il y a un truc avec un baston de chat. Et chat à la fin il fait ouais t'es pas drôle en fait, on peut même pas faire de vraies techniques avec toi. C'est voilà. J'adore les petits passages avec le chat, j'espère que l'auteur, alors là je commence à aller trop loin, mais ça serait marrant que l'auteur fasse un manga sur les chats après ça, vu comment il dessine les chats de manière très drôle et vraiment sympathique. Voilà, j'ai hâte, de voir le prochain tome. En tout cas, c'est toujours aussi sympathique la voix du tablier, mais j'ai pas grand chose à dire que c'est drôle et dire qu'est-ce que j'ai aimé. Folle Passion de Kazuo Kamimura, c'est une série en 3 tomes de Kazuo Kamimura, donc un auteur de manga des années 70-80 qui met beaucoup en avant le passage féminin. Et la couverture est un petit peu trompeuse parce que, alors, vers le deuxième tome, ça commence à être un petit peu passage féminin en avant avec la fille qui a un tatouage dans le dos, mais j'avoue que ça parle beaucoup d'un personnage masculin, donc un fils de samouraï qui est dans la dèche, qui va piocher de l'argent chez ses parents, qui veut devenir peintre, qui est l'élève du grand putain, celui qui a fait la vague, Okusai. Mais j'avoue que le côté féminin, alors il y a des personnages féminins qui sont là, la fille de Okusai, la copine du héros, il y a le côté sexuel qui est là, qui est présent dans beaucoup de titres de Kazuo Kamimura, mais j'avoue qu'il n'y a pas un personnage féminin en avant, qui est dans tous ces titres où c'est toujours une fille qui est malmenée ou qui va malmener les gens, mais là j'avoue que c'est très différent de ses lectures habituelles, et même au niveau de l'univers, d'habitude Kazuo Kamimura il fait des histoires qui se passent à son époque, dans les années 70, 80, alors il y a eu des histoires qui se passaient après la fin de la Seconde Guerre mondiale, des trucs avant, mais là c'est un truc qui se passe à l'ère Edo, donc 300 ans avant, donc c'est vraiment un titre historique, là où avant c'était des titres plutôt contemporains, donc c'est assez inhabituel, alors dans ce que j'ai lu de l'auteur, hein, peut-être qu'il en a fait d'autres, hein, mais en tout cas je les ai pas lus, mais sympathique, mais encore une fois je vais me répéter par rapport à d'autres vidéos où je parle de l'auteur, ça reste moins bien que Les Fleurs du Mal et les Distributes qui restent pour moi, et le Club des Divorcés qui reste pour moi le top 3. Pour l'instant, rien n'a bougé, et c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé que ça bouge un petit peu, à mon grand déplaisir, mais voilà, c'est comme ça. Mais il m'en reste plus qu'un titre de l'auteur à lire, c'est Lorsque nous vivions ensemble, et j'aurai lu toutes les œuvres de l'auteur, et peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo sur lui, je sais pas encore. Ne me demandez pas, je sais même pas moi quand je vais faire ça. Hippo, saison 6, tome 4, volume 113. Donc c'est le tome qui marque la fin du combat entre Takamura et Bison. Et putain, qu'est-ce que c'était épique sur la fin. J'avoue qu'au début, quand j'ai vu le combat, je me suis dit ouais, c'est un combat pourrave, on s'en bat les couilles. Finalement, c'est un combat de la densité d'un David Eagle ou d'un Brian Hawk en fait. Hein. Bison, même s'il a pas un nom d'aigle, il était quand même super fort. J'ai beaucoup aimé les passages où il charge et que c'est une vraie charge de Bison qu'on voit. La technique de Takamura avec son pied, il fait une tornade où il se pète l'ongle, c'était génial. Et alors, ce qui m'a
que j'ai vraiment le plus apprécié dans ce tome-là, c'est pas la baston, c'est pas le combat de boxe, c'est les passages du grand Takamura. Les passages où Takamura va donc chez le médecin, la kinésithérapeute, qui massait Hippo quand il a ses problèmes aux épaules ou aux bras. Donc lui, c'est au niveau des mollets. Et Takamura, on le touche. La baraka. C'était génial. Le passage où elle dit retourne-toi. Et il se retourne et il a la tub bien dressée. Il dit vas-y, touche, touche, touche. Et au moment, il lui plotte les seins avec les pieds. Grand Takamura, c'est génial. J'ai hâte de voir la suite parce que ça a des nouveaux combats. Donc je sais pas ce qui va nous attendre dans la suite. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce tome-là. Très drôle, beaucoup de combats. C'est génial, Hippo, c'est la vie. Les héros de la galaxie, tome 9. Donc, depuis le tome 7-8, on est dans les arcs qui ont été adaptés en animé sur la série qui est sur ADN, qui avait commencé avec la prise de Isolhorn. Donc, Isolhorn a été pris par l'Alliance. Et donc, l'Alliance commence à étendre son pouvoir sur les planètes de l'Empire, qui, pour répondre, envoie Reinhardt, qui a pour grande technique de laisser faire, pour que l'Alliance, qui sont gentils, disent « Vous avez faim? Tenez, prenez la nourriture !» On n'a plus de nourriture. Ah, on est dans la merde. Et là, le peuple dit « Vous ne donnez pas à manger, vous êtes des connards !» Ouais, mais Et là, ils attaquent. C'est génial. Franchement, les combats de stratège, ça y est, à nouveau, Yang Wenli et Reinhardt vont s'affronter dans des batailles spatiales. J'aime beaucoup la technique où ils expliquent que Yang Wenli fait sa technique de croissant, où il attaque d'un côté, après de l'autre, d'un côté, après de l'autre, pour niquer tout doucement les deux côtés d'un ennemi. C'est génial, franchement, de la stratégie, j'aime beaucoup. Franchement, je sais pas comment vous l'expliquer plus que ça, parce que franchement, il y a beaucoup de stratégies à expliquer. C'est pas toujours évident à expliquer, des fois c'est un petit peu perché, mais c'est trop bien, les héros de la galaxie, j'aime beaucoup. Full Metal Alchemist Perfect Edition, tome 4, je continue à acheter sans lire la Perfect Edition. Je suis un gros sac, mais oui, j'ai déjà lu le manga plus d'une fois, vu l'anime plus d'une fois, donc là c'est vraiment pour la collection. Je reparle vite fait de ce qu'il y a dans ce tome-là. C'est alors notamment, le gros du tome, c'est le fait que Edward et Alphonse vont retrouver leur maître, donc Izumi Curtis. Et donc il y a un flashback sur comment ils ont rencontré leur maître. Et ça s'arrête jusqu'au moment où Edward va passer son examen d'alchimie, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est à peu près ça. Il va commencer l'examen d'alchimiste pour devenir le Full Metal Alchemist. Donc il y a pas mal de tomes qui sont sur les origines d'Edward et Alphonse qui n'avaient pas trop été évoqués jusqu'à présent. Si je dis pas de conneries, ça fait longtemps que j'ai pas vu FMA. Là j'ai juste feuilleté. J'achète vraiment parce que l'objet est bien. Et surtout il y a des petites indications sur le personnage qui est en couverture. Donc là c'est sur Hawkeye. Donc on écoute des choses sur elle. Et donc comment elle a été pensée. Au début elle devait avoir des yeux beaucoup plus écarquillés. Et finalement elle avait fait des yeux de chat. Ouais, franchement c'est super intéressant. Voilà, franchement FMA, que dire, best-seller. Mob Psycho 100 ou Mob Psycho 100, 15e et avant-dernier tome de la série de One, le créateur de One Punch Man. Est-ce que je parle de la fin tout de suite? Non, parce que la fin, c'est quelque chose. Alors, j'avoue que j'étais un petit peu perplexe quand j'ai commencé le tome avec qui commence à reparler des jumeaux, leur pouvoir télépathique, et je me suis dit, merde, est-ce que One veut se relancer dans un... J'ai l'impression qu'il remet des pistes pour un arc plus important, mais je me dis, mais il reste plus qu'un tome, mec, commence à clôturer toutes les intrigues. Finalement, cette histoire-là, un peu mis de côté, après on parle de la copine, enfin l'amoureuse, enfin la fille dont est amoureux Mob, Shigeo, qui va déménager, et donc il se dit merde, il faut que je lui dise que je suis amoureux d'elle. Et il y a plein de garçons qui vont lui déclarer sa flamme, il a dit non, je t'aime pas, et Mob il se dit merde, j'ai pas envie qu'elle me rembarre. Et je me suis dit, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je suis sûr et certain qu'elle est en kiff sur Mob depuis le début, et qu'elle attend que l'autre lui dise je t'aime. Je suis sûr et certain. Et putain, la fin. J'étais pas prêt. Je m'attendais vraiment pas à cette dernière page. Ça se finit avec Shigo qui se fait renverser. Parce qu'il a protégé un garçon ou un petit chien, je sais plus. Non, il protège un chien. Et il y a un garçon derrière lui. Et il protège le garçon, mais sauf que sans ses pouvoirs télépathiques. Ce qui fait que Mob fait un truc sans ses pouvoirs. Et donc depuis le début, qu'il veut faire des choses sans ses pouvoirs, ça y est, il y arrive. J'ai beaucoup aimé aussi le passage avec le coach de muscu qui lui dit ouais, vous pouvez m'aider. Il fait on peut t'aider. Remonte tes muscles. Voilà, t'es musclé, t'es un homme maintenant. Ils sont trop cool, ces personnages-là sont trop cool. Et ouais, il reste plus qu'un tome, je sens que je vais pleurer. Je sais pas pourquoi, mais je sens que le prochain tome va être ultra puissant et que on va se prendre une claque. C'est sûr et certain. Depuis le début, c'est trop bien. Là, j'avoue que la fin m'a scotché. J'avoue que j'ai fini la dernière page, j'ai fait
Ah, et après l'auteur il fait plein de petites pages bonus rigolotes, j'ai fait... Enculé. Non, finis pas comme ça ton chapitre. Ton tome, c'est pas bien, c'est pas drôle, c'est pas sympa. Mais en tout cas, bah, vivement le prochain et dernier tome de la série. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez. Et en description, vous avez des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi je vous dis à très bientôt pour la suite et la fin de ce récap de mes lectures de mes vacances.